Bonjour jeunes gens, j'espère que vos vacances ont été bonnes. Nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo, un nouveau chapitre. N'oubliez pas, à tout moment vous pouvez faire pause et ainsi prendre le temps de noter dans votre cahier. Alors avec ce nouveau chapitre, nous commençons aussi un nouveau thème de géographie, le 3e et le dernier de l'année. Vous pouvez ainsi noter en rouge des espaces transformés par la mondialisation. Et à la suite, vous noterez le titre du chapitre. Chapitre 10, mer et océan, : un monde maritimisé. Alors pour commencer, en guise d'introduction, un petit rappel sur la définition de mondialisation. C'est la mise en relation, la mise en réseau des différentes parties du monde grâce à l'accélération des échanges et des mobilités. Alors une bonne partie de la mondialisation se fait par voie maritime, c'est-à-dire qui est en rapport avec la mer, qui concerne la mer. Pour commencer, et toujours en guise d'introduction, j'ai envie de vous faire un rappel sur les océans, les continents et quelques passages stratégiques. Des choses que vous connaissez et que vous avez vues les années passées. Il est donc possible de prendre une carte, de les renoter ou alors simplement de m'écouter les citer. Les océans, au moins 3 ici qui vont nous être utiles, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique et l'océan Indien. Les continents, vous les connaissez, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre l'Amérique et l'Europe, vous avez l'océan Atlantique, entre l'Asie et l'Amérique, vous avez l'océan Pacifique, et entre l'Afrique et l'Asie, vous avez l'océan Indien. Peut-être moins connu de vous, les points de passage stratégiques, le détroit de Malacca, le canal de Suez, le détroit de Gibraltar et le canal de Panama. Mais rassurez-vous, nous allons les étudier grâce aux documents. Après avoir fait ces rappels, vous pouvez noter en rouge, grand 1, mer et océan, des espaces majeurs de circulation et d'échange. En effet, le transport maritime est privilégié pour les échanges au sein de la mondialisation. Vous pouvez donc noter en vert, A, le transport maritime, cœur de la mondialisation. Et je l'ai évoqué dans les rappels, vous avez des points stratégiques au sein des océans, au sein des mers, où vous avez beaucoup de passages de transport maritime. Les détroits, les isthmes et les canaux. Un détroit est une petite largeur de mer entre deux terres. Le plus connu, c'est le détroit de Gibraltar. Un isthme, c'est une petite bande de terre entre deux étendues de mer ou d'océan. Et très souvent, sur cet isthme, on construit un canal, c'est-à-dire on construit artificiellement une voie navigable pour les bateaux. Le plus connu peut-être le canal ou l'isthme de Panama. Eh bien, sachez que aujourd'hui, 80% du commerce mondial se fait par voie maritime, d'où l'importance des voies maritimes. Et vous avez ici sur cette carte la représentation des principaux axes maritimes. Ces axes maritimes relient les 3 principaux pôles commerciaux du monde, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie de l'Est. Ainsi, ils passent par les océans que j'ai évoqués dans l'introduction, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et l'océan Indien. Mon A est terminé. Il est temps de faire une pause, nous reprendrons le cours à un autre moment. Allez, reprenons le cours. À vos crayons, B en vert, des flux variés et intenses. Il s'agit d'abord d'un constat. Le constat que les navires circulent avec des marchandises très différentes. Ainsi, la définition de flux, c'est un ensemble de biens, de marchandises ou d'informations qui se déplacent d'un endroit à un autre. Ces navires portent tout type de nom, suivant la marchandise, le bien ou l'information qu'ils transportent. Ainsi, vous avez à gauche un porte-conteneurs qui transporte des conteneurs, ces boîtes standardisées métalliques. Ces boîtes sont standardisées, c'est-à-dire qu'elles mesurent toutes la même dimension. Autre type de navire, les vraquiers, qui transportent la marchandise en vrac. Comme navire, vous pouvez trouver aussi les pétroliers ou les tankers, qui donc transportent du pétrole, ou bien les méthaniers ou les gaziers, qui transportent du méthane ou du gaz. Allez, vous pouvez noter ces différents types de navires dans votre cahier. Voici la forme que je vous propose, vous n'êtes pas obligé de faire la première colonne. Les porte-conteneurs sont donc des navires de commerce. Ils permettent d'empiler des conteneurs et contiennent toutes sortes de biens qui peuvent être chargés à la fois sur des trains, mais aussi sur des camions et bien sûr empilés sur les bateaux. Les vraquiers sont utilisés pour transporter les matériaux solides en vrac sans emballage comme le sable, le charbon, les céréales ou le bois. Les pétroliers sont des navires citernes qui permettent de transporter le pétrole et les méthaniers ou les gaziers sont faits pour transporter le gaz ou le méthane. Après cette étude, nous pouvons donc constater que la voie maritime est privilégiée parce qu'il permet de transporter de nombreux produits et qu'il est moins cher. Vous pouvez aussi retenir que le porte-conteneur est privilégié car il permet de passer d'un moyen de transport à un autre.
grâce aux conteneurs. Dans les mers et les océans, nous pouvons trouver aussi une circulation des informations. En effet, vous pouvez noter que les mers et les océans sont équipés de gigantesques câbles sous-marins permettant de faire circuler les flux d'informations. Allez, avant de passer à la troisième sous-partie, faisons pause. Nous pouvons reprendre et écrire le C en vert des points de passage saturés. Nous en avions parlé en introduction, il s'agit ici de travailler sur les détroits et les canaux. En voici une représentation sur cette carte. Afin d'étudier ces canaux et ces détroits, je vais vous demander d'ouvrir votre manuel et de lire le document 4 à la page 273 et de répondre à la question suivante. Pourquoi les détroits et les canaux sont-ils des lieux stratégiques pour les échanges internationaux? Allez, prenez le temps d'y répondre. Alors voilà, les canaux et les détroits sont des endroits stratégiques parce qu'ils permettent d'éviter d'allonger la voie maritime. Prenons un exemple, le canal de Panama. Il permet de passer de l'Amérique de l'Est vers l'Amérique de l'Ouest sans avoir à contourner vers le Cap Horn, le sud de l'Amérique du Sud. Ou encore le détroit de Gibraltar. À l'aide du canal de Suez, ils permettent d'éviter de contourner l'Afrique et ainsi de rejoindre par la mer Méditerranée l'océan Indien. Ces espaces, ces canaux et ces détroits sont donc des espaces, des passages stratégiques puisque de nombreux bateaux y passent afin de faire du commerce maritime. Parmi les passages importants à retenir, vous avez le canal de Panama entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, le détroit de Gibraltar entre l'Espagne et le Maroc, le canal de Suez au niveau de l'Égypte, et enfin, le détroit de Malacca au niveau de Singapour, des îles de l'Indonésie. Alors en guise de cours, vous pouvez noter les détroits les plus fréquentés sont traversés chaque année par plusieurs dizaines de navires. Je vous demande de retenir les 4 détroits et canaux que je vous ai cités. Et donc ces passages sont très souvent saturés, c'est-à-dire que beaucoup de navires passent par ces passages. Allez, à nouveau, il est temps de faire une pause dans le cours. Nous nous retrouverons un autre moment pour le poursuivre. Et c'est reparti. Nous voici maintenant au grand 2. En rouge, vous pouvez écrire grand 2 des espaces aménagés, exploités et convoités. Je vous rappelle que nous sommes toujours sur l'étude des mers et des océans. Et d'abord en A, en vert, la transformation des littoraux. D'abord, je vais vous demander d'ouvrir votre manuel aux pages 274-275 et de répondre aux questions 5, 6 et 7. Et un instant pour y répondre et je vous propose ensuite une correction. Allez, regardons la correction ensemble. Tout d'abord, la question 5. Citez les différents types d'espaces dont l'aménagement est lié au commerce maritime. Tout d'abord, dans le document 5, vous trouvez la notion de port et de façade maritime, c'est-à-dire plusieurs ports connectés les uns aux autres. Dans le document 6, vous trouvez à nouveau la notion de port. Pour le document 7, la notion de port revient, mais de ports qui sont adaptés pour accueillir des conteneurs. Puis le document 8 parle de travaux sur le canal de Panama afin d'accueillir des porte-conteneurs plus grands. Question 6. Quelles sont les conséquences de l'augmentation de la taille des navires pour l'aménagement portuaire ? Le document 6, tout d'abord, vous avez la notion de hub. Les ports sont transformés en hub. Vous avez aussi la définition de ce hub dans le vocabulaire juste en dessous, mais j'y reviendrai. Mais il est important de noter hub. Pour le document 8, nous l'avons déjà évoqué, les travaux du canal consistent à élargir ce canal afin d'y laisser passer des porte-conteneurs beaucoup plus importants. Et enfin, question 7 et dernière question, expliquez pourquoi la présence d'un grand port mondial nécessite des aménagements dans toute la région. Et tout d'abord, le document 5, vous pouvez voir cette façade européenne, cette façade maritime européenne, avec des ports tels que Rotterdam ou Le Havre. Eh bien, vous avez la nécessité de mettre en place des routes ou des axes fluviaux afin de mieux desservir ces ports et que la marchandise arrive à l'intérieur des terres. Le document 6, vous évoquez les hubs, c'est-à-dire des plateformes mises en place pour mieux accueillir aussi les marchandises. Mais je reviendrai sur le hub, car c'est une notion complexe sur laquelle il faut s'arrêter. À nouveau, le document 9 évoque les échanges avec l'arrière-pays, donc l'intérieur des terres, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est l'aménagement de zones industrielles-portuaires. Effectivement, à côté des ports vont s'aménager des zones industrielles qui permettent d'échanger plus rapidement vers l'extérieur par voie maritime. Alors passons au cours, vous pouvez ainsi noter, les littoraux sont des interfaces entre le domaine maritime et l'arrière-pays, entre la mer et la terre.
Une interface, c'est une limite entre deux espaces géographiques différents, par exemple la terre et la mer, ou bien un espace frontalier entre la France et l'Allemagne, et cet espace donne lieu à des échanges. Nous l'avons vu dans les documents, avec l'augmentation de la taille des bateaux, les littoraux s'aménagent et les ports s'agrandissent. Les littoraux s'aménagent aussi avec de nouvelles zones, des zones industrielles-portuaires, et limitent ainsi les coûts de transport puisque les industries sont à proximité. Je vous propose le schéma suivant pour expliquer que le littoral est une interface et puis aussi pour expliquer le concept de hub. Tout d'abord, vous faites deux espaces coloriés, un en vert, l'autre en bleu, qui représentent donc l'arrière-pays, la terre, en vert, et en bleu, la mer. La ligne séparant cette terre et cette mer est donc le littoral et sert donc d'interface ou de hub. Un hub en anglais signifie littéralement un nœud. Ici, ce que ça signifie, c'est que le hub concentre et redistribue tout type de flux. Hub and spoke, c'est donc les nœuds et les rayons, ces flux qui sont redistribués. Vous pouvez aussi noter la définition. Plateforme vers laquelle se concentre le trafic des passagers ou de marchandises avant d'être redistribué. Si un hub peut être un aéroport, une gare ou encore, revenons-en au sujet, un port. Vous pouvez ainsi sur votre schéma représenter le port au niveau de l'interface, puis les industries tout autour de ce port, donc la zone industrielle ou portuaire. Puis vous pouvez faire des flux de lignes maritimes et d'axes routiers qui montrent bien que c'est une interface où se jouent des échanges entre les différents espaces géographiques. Dernier élément à noter, quand de nombreux ports se succèdent et sont associés, ils forment ce qu'on appelle une façade maritime. Cette carte vous indique les principales façades maritimes mondiales, à savoir les zones où il y a plus de commerce portuaire. Allez, à nouveau, il est temps de faire pause, nous reprendrons le cours un peu plus tard. Allez, nous repartons. Nous continuons sur cette deuxième partie avec un B en vert, les ressources des espaces maritimes. Et avant de parler de ces ressources, je souhaitais voir avec vous à qui elles appartiennent. D'abord, il faut connaître la notion suivante, la ZEE, c'est-à-dire la zone économique exclusive. Cette zone est l'espace sur lequel un État possède des droits d'exploitation des ressources, d'exploitation et d'usage. Cette zone ZEE s'étend jusqu'à 200 miles nautiques, soit 370 km marins. Ce que cela signifie, c'est que chaque État dispose d'une zone à partir du littoral de 200 miles sur lequel il peut exploiter les ressources de la mer. Aujourd'hui, la France a la deuxième ZEE la plus importante au monde, notamment grâce à ses territoires d'outre-mer. Alors revenons-en aux ressources. Une des premières ressources de l'océan ou de la mer, c'est le pétrole. Ainsi est mis en place des plateformes pétrolières pour puiser ce pétrole au-delà de la mer. Le deuxième type de ressources que nous pouvons trouver dans la mer ou dans les océans, c'est les ressources halieutiques, autrement appelées les ressources en poissons ou en crustacés par exemple. Alors vous pouvez noter, les océans offrent de nombreuses ressources. Une des premières, c'est les ressources en hydrocarbures. En hydrocarbures offshore, c'est-à-dire que c'est puisé dans la mer. Les hydrocarbures sont composés du pétrole ou du gaz et ils constituent un tiers de la production mondiale qui se fait en offshore. Vous pouvez aussi noter que les ressources en poissons sont très présentes. Ainsi, plus de 10% de la population mondiale dépend de la pêche ou de l'aquaculture, c'est-à-dire de la culture du poisson. Allez, une nouvelle fois, nous pouvons faire pause. Nous pouvons reprendre la dernière partie du cours, le C, des milieux, donc les littoraux, fragilisés par les activités humaines. Donc plusieurs activités peuvent effectivement fragiliser les mers ou les littoraux. La première chose, c'est la surpêche. La surpêche menace les espèces, notamment marines, la surexploitation des ressources. Pour évoquer aussi la fragilité de ces milieux maritimes, je voulais évoquer les pollutions dues aux activités humaines. Ainsi, nous trouvons des décharges géantes dans les océans ou encore des explosions des plateformes pétrolières qui provoquent bien entendu la pollution de ces espaces. Vous pouvez ainsi noter que les activités humaines entraînent la pollution des mers et des océans. Je vous propose deux exemples pour évoquer cette pollution. Tout d'abord, ce qu'on appelle les marées noires, c'est-à-dire des plaques de pétrole issues d'une explosion par exemple et qui causent la mort de la faune marine et des oiseaux. Puis deuxième exemple, les zones de déchets plastiques qui s'accumulent dans les océans, qu'on peut aussi appeler les vortex. Alors notre cours est quasiment fini sur les océans et les mers. Nous nous retrouvons sur une autre vidéo pour faire une carte
sur ce sujet.